Le Moriot, de Patrick Sintas. On était loin du front. C'était l'été. On entendait les remous du marais, et le vent, tranquille et tiède, traversait les bois environnants, comme un touriste qui connaît le pays. La maison du fermier Roman occupait le centre d'une clairière, située sur l'attrait d'une colline boisée. Plus loin, des bras d'eau noirs pénétraient les prés qui descendaient vers la route. Le sergent Zinco avait disposé les 3 photographies sur la nappe au motif chasseur. Les 2 verres limitaient ce triangle, l'un à la pointe, du côté où Roman était assis, à cheval sur sa chaise, les bras croisés sur le dessus du dossier, et du côté de la base, opposé le sergent jouait avec les reflets de son verre, car la lampe était située juste au-dessus. Roman était tout ouïe. Roman détruisit lui-même le triangle, puis il superposa les photographies dans la paume de sa main. On voyait Nikita qui souriait, la fillette qui grimaçait comme si elle savait qu'elle était belle à se damner, et le garçon avait l'air si triste qu'il semblait en effet ne pas appartenir à la famille. Mais c'était aussi le fils de Nikita. Les mêmes yeux, cette connaissance instinctive de l'autre, comme s'il allait en dire quelque chose. Roman retourna le paquet et une date apparut, avec l'indication de lieu et les prénoms des 2 enfants, et une évocation du soleil d'Andalousie. Le sergent rempocha les photographies, sans les ranger dans son portefeuille. Il se contenta de les glisser dans la poche, remonta la navette de la fermeture à glissière et vida son verre en expirant bruyamment à travers ses narines. Il s'était rasé ce matin, il avait supprimé cette barbe. Vous savez pourquoi? Il ne voulait plus ressembler aux autres, seulement à lui-même. Et il avait tué un genou rasé de frais la veille. « Je suis perdu !» qu'il lui avait dit avant de s'écrouler dans l'eau noire. Et Zinco se demandait encore ce qu'il avait voulu dire par là. « Je suis perdu, c'est-à-dire que je ne retrouve plus mon chemin, qui est aussi celui des miens, ou c'est fini et pourtant je veux vivre. » À bout pourtant, car le Russe avait surgi comme de nulle part, et le coup était parti en pleine poitrine. À mon avis, pas trop loin du cœur. Le corps s'était enfoncé dans la boue, mais le visage n'avait pas été enfoui dans le limon qui tournoyait autour. C'était un visage d'enfant, peut-être même pas rasé de frais. Et la bouche s'était refermée en même temps que les yeux. Ensuite, ça avait été la panique, et le brouillard d'eau et de vase s'était élevé, et il avait fallu le traverser sans savoir si c'était la bonne direction. Il avait cru, à chaque seconde, se jeter dans les bras hostiles de l'ennemi. Son cœur avait dû conserver ses traces. Elles étaient sans doute indélébiles, et s'il la vivait assez longtemps pour le raconter, elle finirait par causer de sacrés problèmes incompatibles avec la vieillesse. Voilà de quoi ils parlaient, les 2 cousins, vidant la bouteille en toute équité de chaque côté de la table, qui avait connu leur enfance et bien d'autres projections dans le futur. Sur ces paroles débitées comme une prière, à proximité de l'autel, le sergent empoigna son couteau de combat et le rajusta à sa ceinture. Roman aussi avait porté ce couteau, mais à la chasse, pas à la guerre. Il datait du grand-père de l'un et de l'autre, du temps de la division. On se reprochait tous les jours ce temps maudit de la trahison, mais c'était une lame en acier de Solingen, et la poignée avait été étreinte une dernière fois par un Boche, transpercée par une baïonnette rouge. Ils reprirent leur progression silencieuse, l'eau chuintant comme dans un égout, le bois frémissant alentour, la nuit comme s'approchant de plus près, presque hallucinatoire, déjà gavé de récits.
C'est fou comme on se projette dans l'avenir, si jamais ça sent le roussi, se dit Zenko. Et il reprit la tête de cette patrouille improvisée pour le meilleur et pour le pire, mais sans femme, pour donner un sens au plaisir. L'écran de son smart était si discret qu'il avait du mal à voir ce qui s'y passait. En tout cas, le lieutenant ne recevait pas. La zone de brouillage gagnait du terrain, on finirait par ne plus se comprendre, et alors, ce serait vraiment fini. Mais pour l'heure, ça n'avait pas encore commencé. Zenko en avait le scrotum agité de spasmes douloureux, et rien au bout du gland. Il avançait dans le taillis, la bouche grande ouverte, l'échine à l'équerre, et le silence se peuplait d'inconnus, incertain qu'il était de ne pas avoir été repéré. Faut dire que Roman haletait comme un cylindre poussif. Le soldat Vlasenko devenait de plus en plus silencieux, de moins en moins visible. Encore un qui survivrait. Et pour raconter quoi? Ce qui s'est passé ensuite? Le diable peut seul le dire, Dieu ayant tourné le dos au champ de bataille du XXIe siècle.